Formidable. Donc, je crois qu'on est prêt à commencer. Si vous êtes tous là, ça marche pour vous? Oui? OK. Euh, euh, Ça vaudrait peut-être la peine d'avoir quelqu'un près du laptop. Oui, Martin, parce que sinon, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut m'arrêter. OK. Bien. Euh, Bien, bien, bien. OK. Alors, bienvenue. On est donc le 8 juin 2022. Et donc, ce séminaire est intitulé What Good is Genealogy for Praxis? Ou bien, est-ce que la généalogie est bonne pour l'action et la praxis? Et j'aimerais vous proposer quelques thèmes, quelques propositions. C'est samedi qui vient, je donne une intervention, un keynote à Warwick University pour une conférence sur la philosophie contemporaine. Vous êtes invité à nous joindre. Fonda pourra mettre les informations dans le chat box si ça vous intéresse. De toute façon, et donc le titre de mon intervention est, et va être en anglais, est What Good is Genealogy for Praxis? Alors, voyons. Eva, peut-être que tu peux éteindre ton... Ouais, OK, pas de souci. Merci. Pas de souci. Alors, commençons. Alors, mon point de départ, en effet, c'est que à la fois les projets généalogiques et la méthode généalogique, enfin l'approche généalogique à la fois de Nietzsche et de Foucault a été en partie mal comprise et mal caractérisée par les philosophes critiques. Donc, en partie par les Foucaldiens, je dirais même, mais par les philosophes et les théoriciens critiques. En grande partie parce qu'il y a trop de professionnalisation philosophique, trop de discipline vraiment dans la philosophie et une approche un peu trop analytique qui, euh, qui nous éloigne de comprendre l'importance de ce que Nietzsche et Foucault étaient en train de faire avec une approche historique et qu'ils étaient en train de faire contre la professionnalisation de la pensée, contre la professionnalisation de la philosophie et pour l'action et la praxis. En d'autres mots, je dirais que leurs interventions dans le domaine philosophique étaient une contre-philosophie ou une contre-discipline qui essayait de reprendre entièrement la pensée philosophique pour servir la praxis, pour servir l'action. Vraiment. Et c'est vraiment dans ce sens-là, que Nietzsche commencerait sa seconde des 4 considérations inactuelles avec ce passage de Goethe, n'est-ce pas? Ce passage de Goethe qui dit vraiment, il faut détester l'histoire et les formes historiques qui ne nourrissent pas, l'action, n'est-ce pas? Et je dirais qu'on retrouve ça aussi
chez Foucault, certainement pendant certaines périodes plus que d'autres, mais dans les périodes, je dirais, où il se tourne vers la pensée de Nietzsche pour développer une approche généalogique et qui nous donnera donc tout ce discours et tout ce discours philosophique professionnalisé sur la notion de généalogie, quand il se tourne vers Nietzsche pour développer son approche en 1900, disons, et il retourne à Nietzsche plusieurs fois, que ce soit en 53, très tôt, ou bien en 69, pour cette pensée qu'il développera en 70, 71, avec son essai Nietzsche, généalogie, histoire, bien sûr, mais aussi avec l'écriture de son livre. Il se tournait vers Nietzsche pour retrouver une contre-philosophie. Alors, et à la fois Nietzsche et Foucault, ils étaient très engagés, ils étaient très committed de refaire la philosophie vers la mission, vers l'ambition d'agir et de changer le monde. Alors, bien sûr, avec Nietzsche, à travers une conception très unique et qui deviendra culte un peu de cette notion du surhomme, du passage au-delà de notre existence humaine aujourd'hui. Euh, euh, pour Foucault, à travers le travail au début des années 1970 avec le groupe d'information sur les prisons, ou bien vers la fin des années 1970 avec la notion de contre-conduite contre un néolibéralisme prévalent, ou bien dans les années 1980 à travers des notions de désubjectivation et toutes les pratiques de soi. Toutes ces différentes étapes étaient des étapes pour nous aider à nous changer et en même temps à transformer le monde dans lequel on existe et dans lequel on vit. C'était des philosophies d'action, de pratique, de praxis, et la méthode généalogique qu'ils utilisaient parfois, et ce n'était pas la seule méthode qu'ils utilisaient, bien sûr, mais la méthode qu'ils utilisaient parfois et qui nous ont aidés à retrouver d'une manière un peu archéologique était toujours orientée vers, c'est un mot qui est détestable, mais vers l'utilité de ce travail, n'est-ce pas? Et vers l'action. Alors, et je crois que on se trompe et on les réduit quand on commence à disséquer, à faire des autopsies des différents types de généalogie qui existent, que ce soit la généalogie qui problématise ou la généalogie même qui possibilise, on va en parler, ou même cette distinction dans le discours anglo-saxon entre généalogie qui debunking genealogies ou bien validating genealogies. Il me semble que tout cet effort analytique, de disséquer ces différents types de généalogie ne font pas justice au travail de Nietzsche ni de Foucault. Et bien que, et je ne veux pas minimiser ces dimensions, donc je vais en parler, ils sont tous importants, mais ils ne sont pas
séparées. Ce ne sont pas des manières séparées de faire de la généalogie. Et on ne peut pas créer des types de généalogie qu'on associe à des penseurs comme Nietzsche, donc dans le discours anglo-saxon, philosophie critique foucaldien, maintenant on appelle Nietzsche une forme de debunking genealogy, debunking de faudrait que je trouve le mot exact, mais utilisons debunking, c'est le terme anglais. Il faudrait que je trouve un bon mot en français. Le debunking de Nietzsche, le validating de Bernard Williams, le problematizing genealogies de Foucault ou bien possibilizing genealogies. Cette notion qu'on pourrait séparer des types de généalogie et les attribuer à des individus ou à des œuvres, à du travail, ne fait pas de sens. Parce que, en fait, tous ces aspects, tous ces éléments sont des aspects essentiels d'une approche historique qui sont, en fait, eux-mêmes tous essentiels à la philosophie critique, comme j'essaierai de vous montrer. Alors, le problème, au fond, c'est que notre approche vers cette question de méthode ou vers cette question de type de généalogie est une approche où on est en train de faire de la science sur Nietzsche. On est en train de chercher une vérité objective de ce qu'il était en train de faire, du travail qu'il faisait. On est en train d'engager dans des formes de nosologie, de taxonomie linéenne de la généalogie. On est en train d'essayer de trouver l'essence de leur méthode, quand en fait, on devrait être simplement en train d'utiliser leur exemple, de se fonder sur leur exemple souple et multidimensionnel d'approche historique pour faire notre propre travail sur la praxis. Et donc, on se gourre quand on est en train d'essayer de reprendre leur œuvre d'une manière scientifique ou objective, quand en fait, on devrait plutôt trouver inspiration dans leurs approches pour notre propre travail critique d'histoire au pluriel, critique des pratiques. Alors, ce que je vais essayer de vous proposer très rapidement, c'est qu'il faudrait en fait procéder de la manière de Angela Davis, Gina Dent, Erica Miners et Beth Ritchie, dans ce texte qu'on avait entamé il y a 2 semaines et qu'on a étudié la semaine dernière dans Revolution 1213 avec Sarah Haley. Ce texte Abolition, period, Feminism, period, Now, period. Ce texte, en fait, utilise ce qu'ils appellent, ce qu'elles appellent a critical genealogy. Et moi, j'appellerais ça plutôt critical histories, pour être un peu moins prétentieux. Mais où je vais finir, en fait, c'est que juste, je ne sais pas pourquoi je termine toujours avant de commencer, mais je crois qu'il y a une certaine prétention dans la professionnalisation de notre vocabulaire qui nuit
à notre effort collectif de changer le monde. Et donc, je pense qu'on pourrait très simplement parler d'histoire au pluriel, d'histoire critique. Mais de toute façon, qu'on appelle ça critical genealogies, généalogie critique de praxis, ou bien quelque chose de moins professionnalisé comme des histoires critiques. Je pense que c'est ça le travail, plutôt que le travail analytique d'essayer de dompter, de définir et de discipliner en fait la généalogie, qu'on devrait, certainement qu'il me semble que je devrais faire moi-même dans mon travail. Et donc, comme exergue, comme épigraphe pour, pour ce cours aujourd'hui, je dirais qu'il faudrait utiliser un passage au début de Abolition Feminism Now, où ils expliquent, c'est à la page 8 de leur préface, We frame this book as a critical genealogy rather than a manifesto, one that emphasizes how important it is to trace political lineages. We offer a set of ideas and thick descriptions of unfinished practices. Thick descriptions. Le mot thick descriptions, bien sûr, c'est Clifford Geertz. Ça vient d'une approche anthropologique culturelle des années 1960, particulièrement pour lui à Bali. Bon, we offer a set of ideas and thick descriptions of unfinished practices. Et c'est important, ça, unfinished practices, on y reviendra. C'est des pratiques qui ne sont pas complets, qui ne sont pas totalisants, qui ne sont pas totalisés, qui n'ont pas eu de succès peut-être, mais tout de même une importance foudroyante. Unfinished practices rather than promoting rigid definitions. C'est précisément ça en fait, plutôt que de faire de la science. Our work proceeds genealogically to address subjugated histories of organizing that must inform and strengthen our present mobilizations. Okay? Donc, avec le but de renforcer nos actes et notre praxis. Et à la page suivante, ils écrivent, en bas de la page 9, non, attends, je suis à page 14. And we contend that genealogies should always be questioned because there is always an unacknowledged reason for beginning at a certain moment in history as opposed to another. And it always matters which narratives of the present are marginalized or expunged. Donc, des histoires critiques qui sont toujours réflexives, dans le sens qu'il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi, qui est-ce qu'on est en train de marginaliser avec notre histoire, qui est-ce qui est éliminé, qu'est-ce qui est éliminé, mais toujours au service de nos mobilisations. Always to inform and strengthen our present mobilizations. Okay? Alors, je crois en fait que c'est l'épigraphe qu'il nous faut. Je crois très bien qu'on retrouve ça chez Foucault. On retrouve ça chez Foucault, par exemple, dans ce passage... dans un passage, enfin, il y a beaucoup de passages où on retrouve ça, mais rapidement, c'est dans un passage... Ouais. Quand il clarifie un peu ce qu'il essayait de faire
avec surveiller et punir, n'est-ce pas? Il dit, et bien sûr, il dit qu'il voulait écrire un livre d'histoire qui rendrait compréhensible notre situation présente et possiblement pourrait nous mener à agir. Okay? Alors, toujours cette ambiguïté du possiblement, mais nous mener à agir, je pense que c'était exactement le but et l'essence de cette œuvre. Bon, alors, j'aimerais commencer aujourd'hui en faisant un peu de tabula rasa. Okay? Il y a au moins quatre éléments que j'aimerais proposer pour to clear the ground, de faire un peu tabula rasa. Alors, premièrement, je dirais que tous les aspects de la généalogie qui ont été décortiqués, séparés, définis. Par exemple, debunking genealogies, problematizing genealogies, possibilizing genealogies, validating genealogies, types of genealogies, qu'on retrouve bien sûr dans le travail de Bernard Williams, de Amy Allen, de Colin Koopman, de Daniele Lorenzini, que tous ces aspects, et donc j'ai mis vous avez en ligne sur le syllabus des textes à lire pour bien comprendre ces différentes manières de penser la généalogie. Okay? Let's get to the important piece. Tous ces aspects sont des éléments essentiels d'une philosophie critique. Ce ne sont pas des approches philosophiques différentes et ce ne sont pas des méthodes de généalogie différentes, en fait. Ce sont plutôt des éléments de la critique. Ce sont des éléments d'une philosophie critique. Alors ici, j'aimerais bien sûr vous rappeler pour faciliter un peu la tâche, les éléments d'une théorie critique. Je les avais articulés dans le livre Critique and Praxis, c'est à la page 162, où j'essaie de démontrer que, ça prend plusieurs pages, bien sûr. Ça avait pris 162 pages pour y arriver. Donc, je résume, mais il y avait 6 éléments importants dans une philosophie critique. Premièrement, la question de la réflexivité, du penseur critique. Deuxièmement, la notion importante de catégorie, de construction d'idées, l'importance de la manière de penser sur la manière dont on comprend le monde et dont on agit. The importance of mental categories. Troisièmement, c'était cet élément de la critique immanente, d'essayer de trouver à l'intérieur même de l'objet qu'on est en train de critiquer des contradictions qui peuvent nous mener et qui peuvent avancer notre analyse. Quatrièmement, c'était la méthode, enfin j'avais appelé ça defetishizing critique, mais c'est la notion de démontrer les illusions et de démonter les illusions, de démasquer les illusions, de faire, si on est dans l'école de Francfort, de la critique idéologique, ou bien, si on est chez Foucault, de démontrer les régimes de vérité. Mais l'idée, c'est que nous sommes
pris par des illusions et il faut les démasquer. Cinquième élément, bien sûr, c'est la relation essentielle entre théorie et pratique. Okay? Donc, on ne peut pas faire de la philosophie critique si on ne tarde pas sur cette question de quelle est la relation à la pratique et à la praxis. Et puis, sixièmement, c'était cette ambition d'émancipation, qu'on appelle ça émancipation, qu'on appelle ça libération, qu'on appelle ça d'autres termes, euh, il y a toujours un objectif, euh, un objectif de changer le monde pour que nous soyons émancipés de l'oppression et des formes de domination aujourd'hui. Donc, on a ces 6 éléments. Eh bien, ce que je dirais, c'est que les différents types de généalogie font partie de ces 6 éléments. Alors, par exemple, prenons d'abord problématisation, n'est-ce pas? La problématisation. L'approche de la généalogie qui problématise euh, est principalement liée à la fois au deuxième et au quatrième élément d'une philosophie critique. C'est lié à la notion de construction idéationnelle qui forme notre compréhension du monde et de ce travail de soulever les illusions, de démasquer les illusions. Parce que qu'est-ce que ça fait la problématisation? La problématisation, c'est ce que ça fait, le concept de problématisation chez Colin Koopman, n'est-ce pas? C'est précisément de créer un problème où on n'avait pas un problème avant. C'est de nous montrer que ce qu'on croyait, ce qu'on a reçu, le common wisdom, ce qui est accepté, ce qu'on est prêt à toujours penser, enfin, que c'est problématique et que c'est en train de nous mener dans une mauvaise direction. On est en train de se dire que non, en fait, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on, même on n'y pense plus, right? Ce sont les choses qui sont reçues, qui sont de seconde nature, n'est-ce pas? Les choses qu'on croit de seconde nature, en fait, euh, ce sont des illusions et on doit démasquer ces illusions. Et c'est précisément ce que fait une philosophie critique, c'est le quatrième élément, c'est l'idéologie critique, la critique, la notion francfortienne d'idéologie critique, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de doute qu'il y a problématisation au cœur du projet de Foucault et au cœur du projet de la philosophie critique. Et il n'y a pas de doute que Foucault était en train de constamment poser des problèmes et de problématiser des champs, que ce soit la sexualité, que ce soit la folie, qui, qui pour nous ne posaient pas problème. Mais je dirais que c'est un aspect essentiel d'une philosophie critique et d'une approche critique. Ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, la manière que Foucault ou Deleuze, parce que Colin Koopman retrouve ça chez Foucault et Deleuze, faisait de la philosophie. Alors, je dirais dans ce contexte que, bien sûr, Colin Koopman a raison qu'il y a une différence importante avec la dialectique hegelienne et que souvent une dialectique de type hegelienne essaye de retrouver des formes de résolution
de résolution qui ont cet effet de passage du problème à la réponse, n'est-ce pas? Colin Koopman essaye de distinguer cette notion de problématisation et de la mettre en contraste avec la résolution, d'une certaine manière. C'est comme problème et réponse. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que l'approche de Deleuze, l'approche de Foucault, se concentre sur la problématisation et non pas sur la résolution, tandis que la dialectique hegelienne, et il fait ce contraste un peu entre Nietzsche et Hegel, avec Hegel, on retrouve beaucoup plus les résolutions. Alors, en gros, je pense que c'est exact, que c'est, oui, je n'ai pas trop de problème avec ça. Je dirais, en ce qui concerne l'intervention de Koopman ici, il met un peu trop la dialectique négative d'Adorno avec la dialectique hegelienne. Et donc, je dirais que, en fait, c'est précisément l'aspect négatif de la dialectique négative de Adorno qui le rend beaucoup plus proche de Foucault, hein, que de Hegel. Et donc, c'est la négativité absolue qui s'approche beaucoup plus de la problématisation, je pense, que de la résolution. Bon, je mets ça de côté, donc pas entièrement d'accord avec Koopman sur ces questions-là, mais je pense que, grosso modo, de faire cette distinction entre problématisation, peut-être reconstruction, on retrouve ça souvent en philosophie, on retrouve ça avec la déconstruction, par exemple, qui ne fait aucun effort de faire de la reconstruction. Donc, dans ce contraste-là, oui, il me semble que Foucault, Deleuze se trouve plus du côté de la problématisation. Et je pense aussi que l'effort de Colin Koopman d'essayer de créer une différence entre problématisation et contradiction est intéressante. Donc, dans son travail, il essaye aussi de démontrer que Deleuze et Foucault n'utilisaient pas la notion de contradiction qui est au cœur de la critique immanente de l'école de Francfort. Bon, il se peut que, disons que c'est peut-être juste, et c'est le conflit vraiment entre le quatrième et le cinquième élément de la philosophie critique, c'est la tension entre une critique immanente et une critique de l'idéologie, vraiment, qui est au cœur des tensions dans la philosophie critique. Je pense qu'on pourrait, encore une fois, mettre Deleuze et Foucault plutôt du côté de la défétichisation, comme oui, merci Zeno, c'est démystifier, briser des illusions, plutôt que du côté d'une critique immanente qui se fonde sur une contradiction interne. Très bien. Mais je pense plutôt que de penser comme ça, comme si c'était des alternatives, il faut plutôt penser à ces différents moments, que ce soit des différents, plutôt qu'on y pense comme des différents moments dans le travail qu'on fait, plutôt que des méthodes opposées ou opposantes. Ce sont des aspects de notre travail critique.
Et, et on ne peut certainement pas se limiter dans notre praxis critique à de la problématisation sans des efforts de reconstruction. Même si on va se tromper, mais on ne peut certainement pas s'arrêter là. C'est un moment de la philosophie critique. Et donc, ce sont des moments différents et on doit passer des uns aux autres. Et rappelez-vous, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Foucault, vous rappelez, comme il avait parlé de cette notion, qu'il voulait son livre euh, sur, euh, sur la discipline, il voulait que surveiller et punir, il voulait écrire non pas pour des lecteurs, mais pour des utilisateurs, n'est-ce pas? C'est cette conception. Il voulait que son livre soit utile pour des professeurs, des magistrats, des acteurs, n'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser à la manière dont on passe à travers ces différents moments dans une philosophie critique riche qui ne se limite pas simplement à problématiser des illusions qui sont en train de nous mystifier. Ok. Bon, alors ça c'est par exemple, ça c'était l'exemple de problematizing genealogies. Mais c'est la même chose avec, disons, le debunking genealogies ou les généalogies qui à la fois démystifient et attaquent, n'est-ce pas? C'est ça l'idée de debunking. Euh, euh, encore une fois, le debunking est absolument nécessaire à une philosophie critique. Ça fait partie un peu du deuxième, du quatrième, du cinquième, du sixième élément de ces différentes dimensions pour nous montrer qu'il y a des illusions et que ce n'est pas simplement ce qu'on appelle en anglais la genealogical fallacy, l'erreur généalogique euh, euh, avec lequel on joue dans ce contexte de debunking. Vous savez, le genealogical fallacy ou bien l'erreur généalogique, la critique un peu enfin la critique, disons, de Bernard Williams, de Nietzsche, c'est qu'il essayait simplement de démontrer que, par exemple, la moralité est une mauvaise chose parce qu'elle venait de mauvaises sources. C'est pas ça, c'est l'erreur généalogique. C'est de se dire que on retrouve les origines à travers une généalogie, on retrace ça à un aspect dangereux, détestable, et tout d'un coup, on a fait une critique d'une pratique ou d'une institution contemporaine, n'est-ce pas? Alors, je, je, je dirais que on ne peut pas réduire Nietzsche à cette forme d'erreur généalogique associée à un debunking genealogy euh, euh, parce qu'il est en train de faire quelque chose de très différent. Il n'est pas simplement en train de défaire la moralité, mais refaire une moralité, n'est-ce pas? euh, 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 J'y reviendrai, mais c'est pas, c'est pas au-delà du bon et mauvais, n'est-ce pas? C'est au-delà du bon et méchant, right? En français. Je ne trouve pas que les termes marchent aussi bien en français qu'en anglais.
bien que Nietzsche lui-même utilisait des termes français. Donc au début du premier essai sur la généalogie de la morale, en fait c'est Nietzsche qui utilise bon et méchant, bon et mauvais. Mais il me semble linguistiquement que ça marche mieux en anglais. La différence entre good and evil and good and bad. Right? Because evil a une connotation qui est beaucoup plus liée à ce que Nietzsche essaye d'attaquer que méchant, il me semble. J'y reviendrai dans une minute. Ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est que euh, l'erreur généalogique, en fait, n'est pas une erreur. C'est un outil, c'est un élément important, en fait, pour se poser question, n'est-ce pas? Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, on est en train de refaire des histoires de la police, n'est-ce pas? Refaire des histoires de la police. Refaire des histoires de la police qui nous montrent, en fait, qu'il y a une continuité, une généalogie qui pourrait se tracer depuis la police contemporaine au ce qu'on appelle dans la période de l'esclavage aux États-Unis les slave patrols, donc euh, les, la police des personnes qui étaient esclaves, slave patrols. Et donc, de faire cette généalogie, en fait, ce n'est pas de tomber dans une erreur généalogique et se dire, bon, alors, finalement, on ne devrait pas avoir de police aujourd'hui parce que cette institution a des origines néfastes, n'est-ce pas? C'est pas simplement de dire ça, mais c'est de se poser la question, quelles sont les continuités? Quelles sont les continuités avec l'esclavage? Quelles sont les relations qui continuent à travers le temps et qui pourraient nous aider à comprendre et évaluer la police aujourd'hui du fait que ces institutions ont trouvé leur origine pendant une période d'esclavage aux États-Unis, différent peut-être que l'histoire de la police en Angleterre, avec Peel, etc., bien que même toute l'histoire de la police en Angleterre, euh, là, il faut lire La société punitive de Foucault et ses interventions sur Colquhoun, qui avait imaginé un peu la création de formes de police pour, pour discipliner les classes populaires. Colquhoun, Colquhoun, dans La société punitive, passage absolument remarquable de Foucault là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas une erreur généalogique d'essayer de retracer des origines et de les retrouver dans des relations de pouvoir très problématiques qui peuvent nous aider à comprendre nos relations de pouvoir aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas une erreur généalogique, ça pose question, ça pose problème, et c'est important, c'est un élément important pour une philosophie critique. Voilà. Et on ne peut pas simplement euh, critiquer Nietzsche, et de toute façon, bien sûr, euh, euh, Nietzsche ne faisait pas simplement cette erreur généalogique et ne faisait pas simplement du debunking genealogy. Euh, euh, C'était seulement un aspect de sa philosophie, mais il était constamment en train de construire quelque chose de différent, une éthique, peut-être même une moralité, mais certainement une éthique de la vie
de la vitalité, de l'action, de l'ambition, euh, euh, de la volonté, n'est-ce pas, qui représentait tout un aspect dans ce contraste plutôt entre problème et résolution, tout un aspect de résolution, n'est-ce pas? Il n'est pas simplement en train de démystifier ou de salir, c'est ça vraiment debunking, c'est vraiment de salir, c'est ça. Non seulement de démystifier, mais de montrer que la mystification était poisonneuse, n'est-ce pas? C'est de tarnir, tarnish, de salir donc quelque chose comme la moralité. C'était pas simplement qu'il était ça qu'il était en train de faire, il était aussi en train de construire toute une manière de vivre, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence dans la généalogie de la morale, la dernière section du premier essai, n'est-ce pas? Comme il nous explique très bien, section 17 du premier essai, qui a le titre Bon et méchant, bon et mauvais. Celui qui, comme les lecteurs, se met à réfléchir et s'efforce de pousser plus loin sa pensée n'en verra pas si vite la fin. Raison sur le point de finir. Ok, donc il finit, car on aurait compris depuis longtemps ce que c'est que je veux. Ce que c'est que je veux. Ce que je veux, justement, avec ce mot d'ordre dangereux qui donne son titre à mon dernier livre, Par-delà bien et mal, ce qui, du moins, ne veut pas dire par-delà bon et mauvais, n'est-ce pas? Right? Il y a une distinction. Il y a une distinction qui relève du fait qu'il a une conception, qu'il valorise une certaine vitalité, il valorise l'action, il valorise la vie et l'ambition et la volonté. Et il nous offre un chemin. Donc, ce n'est pas simplement du debunking qu'il est en train de faire. Bon, alors, ça, c'était le premier point pour Tabula Rasa, que ces différents aspects de la généalogie qui sont présentés comme différents types sont en fait des éléments, tous, de la philosophie critique, des éléments qu'on utilise dans notre travail à différents moments. N'est-ce pas? Ok. Deuxièmement, certainement, Foucault problématise. Alors, il n'y a pas de doute, et c'est ce qu'il a fait à travers son œuvre. Problématise la folie, il problématise la sexualité, il problématise la peine. C'était certainement un de une de ses sensibilités les plus importantes. On retrouve ça d'une manière assez superbe dans des cours qu'il a donnés en anglais, à Berkeley, à l'université de Berkeley en octobre, le 24 octobre 1983, qui ont été publiés sous le titre Discourse and Truth récemment. Et c'est à la page 224 de ces lectures. Non, attendez. Ceux-là sont... Oui, c'est ça. November 30th. Ouais, c'est ça. Il les avait donnés en anglais, si je ne me trompe pas. Je suis assez sûr.
Il les a donnés en anglais. Donc, je vous lis l'original ici. En 83, quand il était à Berkeley, il parlait en anglais. Je peux vérifier, je vérifierai. Mais de toute façon, je vous lis le passage. C'est la page 224. From the methodological point of view, I would like to underline the following theme. As you may have noticed, I heavily insisted in this seminar on the word problematization. I used it thousands and thousands of times without providing you with any necessary explanation. I told you very briefly that what I intended to analyze in most of my work is neither people's conduct, nor did I want to analyze the representational value of ideas. But what I have tried to do from the beginning was to analyze problematization, that is, how and why certain things, conducts, phenomena, processes become a problem. Why some conducts were for a long time, for instance, characterized as madness, while others were completely neglected. And while those different things, different conducts, were at a certain moment problematized as mental illness. Same question for crime and delinquency, same question for sexuality. Bon, bien sûr, Foucault avait toujours cette habitude de revenir sur son trajet pour recaractériser, pour donner un nouveau sens, enfin, il le dit lui-même ici, c'est toujours après le fait qu'on retrouve un peu ce qu'on était en train de faire. Il ne faut pas trop se fier à ce qu'il dit comme ça, parce que souvent, il est lui-même en train de penser, mais je pense que c'est assez juste. Et ce qui est intéressant dans ce cours, en fait, c'est qu'il finit sur cette notion de problématisation. Donc, les dernières lignes 226, there's an original relation of thought and reality in the process of problematization, and it is this kind of original, specific, and singular relation between truth and reality that I try to analyze through these kinds of problematizations. Now I will stop. Il s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait mis dans ses notes de lecture, il n'avait pas dit les derniers mots de ce qu'il avait écrit. Et sur le manuscrit, il avait écrit, c'est la petite note 3 en bas de 226, and then we can come back to the problem of critics. The aim of critics is to change the problematization. Donc, le but de la critique est de trouver de différents problèmes, n'est-ce pas? There is no diatribe, no deconstruction, but a task of permanent reproblematization. Donc notre tâche en tant que penseur critique est de constamment, c'est pas simplement de déconstruire, c'est pas une déconstruction, c'est une reproblématisation permanente, n'est-ce pas? Donc, alors, bien sûr, il termine ses cours à Berkeley avec cette idée très provocatrice. Il aurait mieux fait de reproblématiser avec nous, hein, plutôt que de simplement faire un geste vers cette
vers l'importance de reproblématiser en permanence. Ce qu'on aurait pu vraiment utiliser, ça aurait été un peu de reproblématisation en action de la part de Foucault, plutôt que simplement un geste vers cette méthode. Mais certainement, Foucault problématise et reproblématise. Je dirais que c'est presque une faute, je dirais, s'il fallait que j'en trouve une, dans le contexte de la praxis, que c'est une reproblématisation permanente, mais pour reproblématiser, il faut donc aussi reprendre les formes de résolution, il faut penser les formes de résolution. Et donc, de reproblématiser simplement saute une étape, qui est l'étape de reconstruction. Et donc, je dirais que c'était peut-être mener en excès cette problématisation, que ça ne servait pas suffisamment la praxis critique. Mais certainement, je ne dirais pas avec Colin Koopman que c'est un acte neutre, n'est-ce pas? Donc, Colin Koopman, quand il présente cette problématisation, propose que, en fait, la généalogie foucaldienne est non normative, qu'elle n'a pas un sens normatif. Donc, ça, c'est dans son livre Genealogy as Critique. On trouve ça très bien vers les pages 59, 60, où il écrit. Alors, donc, ce qu'il essaye de proposer, ce qu'il propose, c'est que vindicatory genealogy à la Bernard Williams et debunking genealogy à la Nietzsche sont des formes de généalogie qui sont ou bien pour ou bien contre les pratiques qui sont en train d'étudier. Okay? Donc, il écrit à la page 60 donc ça simplifie vraiment un peu les différentes formes de généalogie. Il écrit à la page 60, It is a form of genealogy that is neither for nor against. Il parle de Foucault. Foucault, the third form of genealogy, problematization. It is a form of genealogy that is neither for nor against the practices it inquires into, but is rather an attempt to clarify and intensify the difficulties that enable and disable those practices. Okay, neither for nor against. It's more neutral. C'est ce qu'il essaie d'expliquer à la page 60. Donc que Foucault, la généalogie de Foucault n'est pas normative. À page 61, il écrit Where Foucault departs from Nietzsche and Williams is in their ambition to use genealogy to obtain normative results. Okay? Donc, Nietzsche et Williams utilisent la généalogie pour obtenir des résultats normatifs. Foucault, lui, reste neutre avec sa généalogie problématisante. Ça, non, ça ne peut pas être correct. Foucault n'est pas en train de faire une généalogie simplement pour présenter un problème. Il choisit ces objets généalogiques avec des ambitions normatives en tête. C'est pas pour rien qu'il a choisi la folie. C'est pas pour rien qu'il a choisi la sexualité et c'est pas pour rien qu'il a choisi la peine. La sélection de ces objets est normative. Bien sûr, il y a des éléments biographiques importants chez Foucault, mais on ne veut pas réduire ça à sa biologie, à sa biographie.
certainement les aspects biographiques, le fait qu'il avait de telles difficultés que lui-même, il avait, il, avait, il avait tenté le suicide plusieurs fois. Je veux dire que lui-même, il avait des difficultés euh, extrêmes avec la manière dont sa propre sexualité était criminalisée et, 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 et médicalisée. Donc, donc bien sûr, mais en aucun sens est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de faire de la généalogie neutre. C'était motivé pour changer le monde. Et il n'écrivait pas ses livres, il n'écrivait pas ses livres pour des philosophes. Voilà, c'est ça, professionnel. Et il n'écrivait pas, il ne faisait pas des généalogies pour faire un travail scientifique. Ni lui, ni Nietzsche. C'était précisément ce qu'ils rejetaient. Et il faut bien comprendre que ça a réussi, dans le sens que ces généalogies ont eu des effets remarquables. Remarquables. Quand son histoire de la folie a été reprise par les anti-psychiatres, des anti-psychiatry penseurs, bien sûr, ce serait trop simple de penser que c'était ça son intention, mais il n'y a aucun doute que ça a eu des effets importants. Quand son travail sur la prison est reprise par The Short Corridor Collective à San Quentin Prison en Californie, il n'y a pas de doute que son livre a eu cet effet de motiver l'action. Et donc, je vous rappelle ici le séminaire qu'on a eu avec Albert Woodfox et avec Paul Redd, qui faisait partie du Short Corridor Collective en février. Et la manière dont ils ont lu, pensé, relu, critiqué, ils se sont passés les pages de Surveiller et punir à travers les failles des fenêtres et des murs pour avoir une réflexion, pour agir, n'est-ce pas? Et George Jackson, les écrits de George Jackson aussi. Mais il n'y a pas de doute que ce travail généalogique de penser la naissance de la prison a en effet motivé de l'action. Okay? Donc, certainement, Foucault problématise, mais il fait beaucoup plus que ça. L'élément de problématisation est essentiel à une philosophie critique, mais il faut beaucoup plus que ça. OK. Troisièmement, encore une fois, pour faire un peu tabula rasa, le travail généalogique n'est pas simplement un travail d'articulation de problèmes. Okay? Mais ce n'est pas donc ce n'est pas simplement de la problématisation neutre, mais d'autre part, et dans ce contexte-là, je suis d'accord avec Daniele Lorenzini qu'il faut penser à la dimension possibilisante, et ça c'est tout le travail de Daniele Lorenzini dans son article On Possibilizing Genealogy que je vous ai donné. Il faut penser à la manière dont l'écriture d'une généalogie peut nous ouvrir des possibilités. Okay? Et donc a une dimension éthique importante. Certainement d'accord, mais d'autre part, je ne suis pas d'accord avec Daniele Lorenzini qu'il y a une direction interne
à la généalogie qui crée des possibilités pour nous, ou qu'il y ait à l'intérieur de la méthode généalogique elle-même une direction normative. Alors, il écrit à la page 2, Daniel, il écrit, et j'adore le travail de Daniele Lorenzini, c'est un des penseurs avec qui je me trouve le plus sympathique, Colin Koopman aussi, et Amy Allen aussi. Donc, ce sont tous des personnes avec qui vraiment j'aime penser et je respecte énormément. Donc, ces différences sont des différences entre à l'intérieur d'une collectivité. Hein. Quand il écrit à la page 2, although genealogy does not legislate the specific content of these possible counterconducts, it does define their form, since each aims to criticize and destabilize a given power knowledge apparatus that still governs certain aspects of our conduct today. Donc, ce qu'il propose, et il propose ça contre Colin Koopman, c'est qu'en fait, non, il y a une direction normative dans la généalogie possibilisante qu'il retrouve chez Foucault. Et ce que je dirais, c'est que en fait, cette généalogie possibilisante est, oui, souvent liée à certaines pratiques, comme la contre-conduite, comme la désubjectification, comme on en a parlé déjà, comme une certaine valorisation des femmes et des hommes infâmes, des femmes et des hommes dites infâmes, n'est-ce pas? Herculine Babin, Pierre Rivière, right? Les quote-unquote anormaux, right? Je dirais que certainement, Foucault avait une sensibilité et la généalogie possibilisante avait une sensibilité qui allait dans cette direction de contre-conduite, de valorisation de l'infamie, hein, et de la désubjectivisation. Et je pense que pour ceux qui sont attirés par la pensée et la philosophie de Foucault, je dirais que nous aussi, on est attirés par ces aspects de contre-conduite, de désubjectivation, de la valorisation de l'infâme. Mais il n'y a pas de direction. Mais premièrement, il n'y a pas une direction interne à la généalogie possibilisante qui va dans cette direction, je pense. Et deuxièmement, toutes ces dimensions, la contre-conduite, etc., ne sont pas des garanties de praxis. Et donc ça, c'est le quatrième point important, je pense, de Tabula Rasa, c'est que Daniele Lorenzini dit à la page 7 de son essai, il dit
he wants to reject the idea that Foucault's genealogies, quote, do not possess any normative force. And he says, I want to be in a position to argue that Foucauldian genealogy possesses sui generis normative force. Okay. It creates a concrete political framework for action, a political we that commits us to resist the arbitrariness of the power knowledge formations it reveals. Okay. C'est très important, ce passage est très important. It creates a concrete political framework for action, a political we that commits us to resist the arbitrariness of the power knowledge formations it reveals. Alors, le problème avec cette proposition, c'est que la contre-conduite, qui est quelque chose que certains d'entre nous valorisent énormément, peut aussi dégénérer dans des formes de conduite qui ne sont pas bonnes pour la praxis. Un anti-vaxxer est une forme de contre-conduite. Maintenant, peut-être que beaucoup de vous sont anti-vaxxers, je ne sais pas. Mais c'est le problème de Agamben, je veux dire. Ou bien c'est le problème où Agamben lui-même s'est retrouvé, n'est-ce pas? C'est the knee-jerk reaction d'être contre qui m'arrive tout le temps. Donc, j'en suis coupable tout le temps, moi-même. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement la chose la plus productive. Voilà. Contre-conduite doit avoir un contexte. Ce contexte, d'habitude, c'est contre-conduite contre une forme de gouvernementalité néolibérale, c'est contre une société bourgeoise, n'est-ce pas? C'est contre des formes de discipline dans les relations de pouvoir existantes contemporaines. Mais la contre-conduite en elle-même, on ne peut pas simplement valoriser la contre-conduite pure. Ce n'est pas contre-conduite for the sake of contre-conduite. It can't be, right? I mean, quand on se retrouve dans une collective, par exemple, une collective abolition feminist, ou bien une collective comme le groupe d'information sur les prisons, quand on se retrouve agissant ensemble, en solidarité, dans une collective, en essayant de faire quelque chose ensemble, on ne veut pas simplement que tout le monde commence à s'engager dans des contre-conduites contre nous, right? Je veux dire, c'est pas ça l'idée. Il faut que la notion de contre-conduite doit être ancrée dans un contexte historique et ne peut pas, bien que j'aimerais toujours valoriser la contre-conduite, on ne peut pas, je veux dire, ça ne fait pas de sens, right? Il se peut que, peut-être, il se peut, je pense, Agamben s'est gouré un peu au début. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des formes de discipline absolument exaspérantes, etc. Mais ça veut dire que il faut penser au contexte. Et ce contexte,
ne sont pas internes à la généalogie possibilisante. Okay? On ne trouve pas la direction normative à l'intérieur de la généalogie possibilisante. La généalogie possibilisante peut être utilisée par des nazis. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, on a, c'est pas les philosophes critiques qui ont qui ont un monopole sur la généalogie possibilisante. Steve Bannon fait de la généalogie possibilisante. En partie parce qu'il est très critique, en partie parce que, et la nouvelle droite fait de la généalogie possibilisante. Et la critique de Critical Race Theory aujourd'hui peut être conçue comme une généalogie possibilisante. Donc, euh, donc on ne retrouve pas, je ne pense pas qu'on ne retrouve à l'intérieur de ces méthodes, que ce soit problématisation, je veux dire, problématisation, on peut faire de la problématisation de la théorie du changement climatique. C'est ce que font les climate change deniers. Ils font de la problématisation de nos meilleures théories scientifiques au sujet du changement de climat. OK? On, mais on n'a pas de... Et ils font de la généalogie possibilisante aussi. Euh, euh, mais cette méthode, cette philosophie n'a pas à l'intérieur une direction normative qui ressort de la généalogie elle-même. Ça veut dire qu'il faut toujours trouver ces valeurs quelque part d'autres. OK. Bon. Alors, si on a fait tabula rasa avec ces différentes propositions sur ces différents types de généalogie, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors au sujet d'une conception plus riche, multidimensionnelle de généalogie critique, disons. Alors ce que je dirais, c'est 10 choses. Alors, premièrement, c'est qu'il ne faut pas réifier ou transformer en vache sacrée la notion de généalogie foucaldienne. Ce n'est pas une philosophie, c'est une méthode d'utiliser des histoires critiques pour avancer la praxis. C'était ça l'idée, je pense, de Nietzsche. Je crois que c'est ce que Foucault faisait. Et il me semble c'est ce que j'aimerais faire. Donc, non pas faire de la problématisation neutre, non pas faire de la problématisation plutôt que du debunking, non pas faire de la possibilisation plutôt que de la validation, mais d'utiliser cette manière de penser toujours critique pour avancer le projet de l'action. Donc,
deuxièmement, de retourner vraiment à cette première phrase de Goethe dans l'utilité et les désavantages de l'histoire pour la vie, et de se poser la question, non pas simplement pour l'histoire, mais pour la généalogie, de poser la question pour la généalogie, de poser la même question pour la généalogie que Goethe se posait la question pour l'histoire. D'une certaine manière, on est arrivé à un point où attendez que je retrouve ça. On est arrivé à un point aujourd'hui où on est arrivé à un point aujourd'hui où les généalogies, l'utilisation de les généalogies est devenue tellement banale, populaire et courante qu'il faut aujourd'hui faire pour la généalogie un peu ce que Nietzsche essaie de faire pour l'histoire. Voilà. Hein? Et donc, quand il ouvre avec ce petit passage de Goethe, du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité ou l'animer directement, n'est-ce pas? Et Nietzsche se pose la question de la valeur et la non-valeur des études historiques, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, on se pose la question de la valeur et de la non-valeur des études généalogiques. Okay? Parce qu'il y en a trop qui ne font rien pour augmenter notre activité ou l'animer directement. OK? Bon, troisièmement, il faut bien comprendre que cette forme de philosophie critique, généalogique, qui utilise les différentes dimensions, est née d'un questionnement de notre sens historique, de l'effort de rendre l'histoire scientifique. C'était ça que Nietzsche attaquait, cette idée de rendre l'histoire scientifique. C'est né de cet instinct et c'est aussi né de l'effort chez Nietzsche de proposer des différentes utilisations d'histoire. Vous vous rappelez la distinction entre l'histoire monumentale, l'histoire traditionnelle ou antiquaire et l'histoire critique dans ce texte des considérations. Il n'était pas en train de proposer qu'il faut... Ce n'était pas une critique pure d'une histoire monumentale ou d'une histoire antiquaire ou d'une histoire critique. C'était un effort de dire que ce sont des différentes manières de procéder qui peuvent avoir des dangers, mais qui peuvent aussi être utiles. Parce que ce qui compte, c'est d'augmenter notre activité. Et dans ce sens-là, on peut utiliser du monumentalisme des fois, mais certainement, il faut utiliser de l'histoire critique, cette troisième catégorie, qui est une histoire qui a de la valeur, qui prend des décisions de valeur, qui fait qui juge, qui utilise l'histoire critique pour juger. C'est ça, il me semble, ce que je dois faire. Quatrièmement, c'est né de ce sens historique, de cette opposition à la science, et ça émerge éventuellement, ça se transforme en l'utilisation de la notion très tardive chez Nietzsche de généalogie, particulièrement dans Généalogie de la morale, comme vous savez bien. Mais ce n'était pas un terme qu'il avait
utilisé, enfin, il se tourne vers ça à la fin de sa vie productive. Euh, et, euh, et donc, il ne faut pas nécessairement en faire un fétiche. Cinquièmement, bien sûr, Foucault reprend ce terme de Nietzsche, il reprendra ce terme et il le transformera dans une période de son travail méthodologique, suivant l'archéologie, avant ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on avait appelé, Fabienne Brion et moi, son aléturgie, sa période aléturgique, aléthès, vérité, étude de dire vrai, dans les années 80. Donc on pourrait penser un peu d'une transformation de Foucault d'une archéologie à une généalogie, à une aléturgie, mais il utilise ce terme comme mode de discours, comme mode d'expression qu'il met un peu pour... C'est du marketing. Ce n'est pas simplement de la ce n'est pas simplement de la généalogie qu'il est en train de faire pendant cette période. Il, il utilise la méthode archéologique en même temps qui nous montre les différentes couches épistémiques de nos différentes périodes. Euh, euh, il, ce sont des études de relations de pouvoir. C'est toujours historicisé, donc il y a toujours cet élément historique important qui traverse et qui donne ce sens ce sens généalogique. Mais il faut bien comprendre qu'il est en train de faire beaucoup de choses avec sa philosophie critique qui sont beaucoup plus larges simplement qu'une généalogie étroite. Le résultat, ça a été la production de tout un discours, de tout un langage philosophique qui maintenant utilise ce terme de généalogie, mais auquel il faut maintenant qu'on se pose la même question. Okay? Cette même question, est-ce que ça nous aide avec notre action? Et ce que je dirais, septièmement, c'est que ce n'est pas toujours utile. Ça n'augmente pas toujours notre activité. Il y a certaines formes d'utilisation de l'histoire l'utilisation de la généalogie, quote unquote, qui sont productives, mais il y en a d'autres qui ne sont pas productives pour la praxis. Et ce qu'il nous faut, c'est de s'inspirer par les éléments d'une généalogie critique, disons, qui marche pour la praxis. Et c'est là où je trouve que Angela Davis, Gina Dan, Erica Miners et Beth Ritchie nous ont proposé quelque chose de très intéressant dans leur livre Abolition Feminism Now. Parce que quand ils utilisent le terme de critical genealogy, et notez qu'ils ajoutent le terme critical devant genealogy. Donc, ce n'est pas n'importe quelle généalogie, c'est une généalogie critique. Eh bien, leur généalogie critique et ce qui la rend critique, je pense, c'est en partie l'objet de leur généalogie et de leur histoire. L'objet qui est une généalogie de leur praxis, de leur travail de mouvement, de leurs actions. Leur ambition qu'ils expriment clairement est d'augmenter
nos activités et de nourrir notre praxis. Et pour essayer de faire ceci, ils essayent de montrer la manière dont tellement du mouvement abolitionniste aujourd'hui retrouve ses origines dans l'organisation féministe, feminist organizing, et les mouvements abolitionnistes, féministes, à travers les dernières décennies. Et donc, ils sont en train d'essayer de retrouver, pour nourrir, pour valoriser des formes d'organisation qui ont souvent été oubliées, ignorées, marginalisées, etc. Ils sont en train de, et vous retrouverez ça dans la quatrième partie, le quatrième chapitre du livre qui s'appelle Now. C'est bien le quatrième, non, c'est le troisième chapitre. En fait, c'est le troisième chapitre. C'est vers la page 160, 161, où il propose, on ne devrait plus utiliser cette notion de succès et de failure, d'échec. Ouais, merci bien, d'échec, oui. On ne devrait pas utiliser ce concept d'échec et de succès parce qu'on parle toujours des échecs de tous les petits groupuscules, pour emprunter un terme des années 60, mais c'est tous les petits groupuscules qui se sont formés, qui ont essayé de faire du travail, qui ont quote unquote échoué, qui n'ont pas, il n'y avait pas tellement de monde qui est sorti, il n'y avait pas tellement de monde dans la rue. Il y a quelqu'un qui s'est fait virer, le groupe s'est éclaté. Et ce qu'ils essayent ils retrouvent toutes ces formes de praxis à travers les années de praxis feminist abolitionist praxis pour démontrer en fait qu'il y a tout ce cheminement, n'est-ce pas? Et qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup du mouvement et beaucoup de ce qui se fait sur la base de tous ces petits groupes qui se sont formés et de toutes les idées qui ont été nées dans ces petits groupes et dans ces groupuscules. Ils écrivent all of these groups, tous ces groupes ont été oubliés. Ils écrivent, if known at all, they are likely viewed as disconnected, potentially even as failed projects, right? A laundry list of small organizations that fizzled without passing any legislation or achieving anything, right? Ça, c'est à la page 159-160. C'est toujours, parce qu'on juge toujours tout par le succès, par est-ce qu'il y a une loi qui a été passée, est-ce qu'ils ont... Et ce qu'ils essayent de montrer, c'est que non, c'est en fait, c'est tous ces petits événements qui ont aidé à transformer, à créer une transformation radicale des mouvements sociaux aujourd'hui et qui ont produit donc toutes les manifestations des Movement for Black Lives dans les années de l'été 2020. Mais il faut bien comprendre que leur généalogie critique
ici, qui est dédiée à inspirer l'action, etc., est une généalogie de leur pratique, n'est-ce pas, de résistance. Alors, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train, de quoi est-on en train de faire la généalogie? Quel est l'objet de généalogie? Comment est-ce que cet objet peut être utilisé pour augmenter notre praxis? Et c'est ici où moi je me pose question, bien sûr, je suis très critique de ma propre critique et praxis, mais par exemple, le livre La contre-révolution, The Counter-Revolution, est peut-être trop une généalogie critique de nos formes de gouvernementalité contre-insurrectionnelle aujourd'hui, qui ne nous donne pas assez d'élan pour les formes de résistance. La généalogie peut souvent être étouffante, n'est-ce pas? Ça, c'est souvent la critique de Tony Negri, de la philosophie critique, des approches critiques, c'est qu'il n'y a pas assez d'attention sur les questions de comment résister, d'augmenter notre activité, comment augmenter notre activité. D'une certaine manière, il me semble que peut-être The Counter-Revolution était trop, c'est presque trop alourdissant. Hein. Bon, même problème, même problème, même problème peut-être avec certaines des généalogies de l'esclavage et du travail contemporain sur le anti-blackness. Bon, ouais, sur le anti-blackness qui pourrait mener à des formes de certaines formes de afro-pessimism qui pourraient être débilitantes peut-être. Et ça, c'est une critique possible du afro-pessimism. Bon, une réponse de afro-pessimism, c'est que si tu demandes Frank Wilderson, c'est que c'est non, c'est en fait c'est supposé nous transformer, nous rendre en acteurs, mais c'est une dérive possible, il me semble. Bon, donc il faut bien penser à la sélection des objets de généalogie, comment on fait ça et est-ce que ça poursuit les ambitions de la praxis critique. Alors, neuvièmement, je pense aussi qu'il serait utile de reprendre un peu, je pense, l'ambition contre-philosophique pour ne pas être trop prétentieux, pour être un peu moins professionnalisé et pour orienter encore une fois notre philosophie critique vers la praxis. Je pense qu'il faut recommencer à faire de la philosophie avec un marteau. Ce qui n'est pas facile parce qu'il y a des tendances à la professionnalisation, mais je pense qu'il faudrait être un peu attentif. Et vraiment, quand je dis faire de la philosophie avec un marteau, c'est d'utiliser ce marteau, vous savez, it's a tuning hammer, right? Pour entendre c'est un, je ne sais pas comment on dit tuning hammer,
en français, mais c'est pour entendre qu'est-ce qu'il y a en profondeur, right? Si, si, la, si, notre, si nos idées ont vraiment de la profondeur ou pas, right? Et je dirais qu'il faut faire ça à la généalogie aujourd'hui. Et peut-être pour être un peu moins prétentieux, et aussi, dixièmement, pour éviter ce dont je vous parlais il y a 2 semaines, du problème un peu du, du terme latin genus dans la généalogie, pour, euh, pour, se, pour se fier un peu de l'aspect biologique et l'aspect sexuel de la généalogie et de l'héritage, n'est-ce pas? Je pense en fin de compte que pour mon propre projet, il serait meilleur d'utiliser simplement le terme d'histoire critique. En anglais, ce qui est intéressant, c'est on, on fait une distinction entre histories et stories. Hmm? Euh, euh, en anglais, il y a une différence entre de faire l'histoire et de dire des histoires. History, c'est de faire l'histoire. Stories, c'est de dire des histoires. C'est pour cette raison-là que beaucoup de féministes utilisent le mot her stories plutôt que histories. Donc, par exemple, Combahee River Collective parle de faire un her story plutôt que de faire un history. Mais c'est parce qu'on peut distinguer dans le mot history le his de story, qu'on ne peut pas aussi bien faire en français. I'd like to say critical stories, stories au pluriel, peut-être même plus que critical histories. Et je pense que ce serait en fait très fidèle à l'idée de Nietzsche d'utiliser l'histoire critique. Et aussi, en fait, c'est en fin de compte, pas que ça soit important, mais en fin de compte, c'est aussi assez fidèle, je pense, à la pensée et à la vie de Foucault. Vous vous rappelez peut-être que à la fin de sa vie, il avait écrit son propre entrée dans un dictionnaire des philosophes, mais il s'était masqué. Il s'était appelé, c'était FM, c'était Florence Maurice ou quelque chose comme ça. Il avait écrit avec François Evald l'entrée pour Michel Foucault. Et il dit dans ce dictionnaire, donc il est en train de se décrire, et il dit plus ou moins en fait que s'il fallait être vraiment chez soi pour lui dans une tradition philosophique, le projet qu'il se serait donné, qu'il aurait utilisé pour s'identifier lui-même, le projet de toute sa philosophie aurait été une histoire critique de la pensée. Histoire critique de la pensée. Alors je pense que peut-être il faudrait simplement augmenter cette proposition pour dire que, pour ma part, ce que j'aimerais faire, ce sont des histoires critiques de la pensée et praxis. Bon,
je crois que je vais terminer là, mais je serais ravi de continuer la conversation pour quelques minutes avec vous. Si vous avez des réactions ou pensées ou voulez faire une intervention euh, sur ce que je vous ai proposé aujourd'hui, ou bien aussi sur le séminaire, le dernier séminaire de la semaine dernière sur Abolition Feminism Now avec Sarah Haley. Donc, je vous invite à prendre parole si vous voulez.